Bon bah Yvan, c'est parti. Hein. Salut Max. Salut Yvan. Donc là on revient d'un séminaire de Original Strengths. Et avant d'en parler un peu plus, Yvan, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Salut Max. Je vais me présenter rapidement. Moi je suis préparateur physique depuis un peu plus de 20 ans. Je suis formé en nutrithérapie, en posturologie, dans les réflexes archaïques. J'ai beaucoup de formations. J'adore le développement humain. Le développement humain et de l'athlète en général. Et j'ai voulu depuis très longtemps comprendre les causes des déséquilibres que les gens pouvaient avoir, tant que ça soit au niveau énergétique, au niveau structurel ou au niveau émotionnel. Et à partir de là, je me suis tourné vers différentes formations, des formations qui étaient plus ou moins longues selon le profil, mais avec un objectif très particulier, c'était de vraiment pouvoir trouver la cause des déséquilibres, la vraie cause, pour pouvoir avoir et apporter des solutions qui étaient viables dans le temps et qui pouvaient durer, et pas juste de l'allopathie, c'est-à-dire traiter pour traiter. Donc vraiment comprendre pourquoi il y avait des troubles et aller au cœur de ces troubles pour pouvoir avoir des résultats probants et sur du long terme. Voilà. Alors ce qui m'a emmené vers l'approche de Original Strengths, en fait, c'est que je trouve la méthode, si on peut dire une méthode de Tim Anderson, très intelligente, qui se base, on le verra, sur 5 resets, mais qui va permettre à tout type de personne déjà de pouvoir les faire à son niveau, peu importe le niveau de la personne, et qui va permettre vraiment de pouvoir connecter les différentes chaînes musculaires et d'apporter un vrai calme, ou comme il le dit lui-même, un vrai reset du système nerveux central, et permettre à la personne de pouvoir pratiquer une activité physique ou même bouger dans la vie de tous les jours en ayant une capacité qui va être améliorée de jour en jour, bien évidemment, en faisant les resets tous les jours. Voilà. Donc c'est pour ça que son approche me parle beaucoup. Voilà pour ma part, entre guillemets. Je ne vais pas faire trop long, mais je vais te poser la même question, Max. Donne-nous un peu ton parcours, que ce soit sportif, que ce soit éducatif, voilà. Et qu'est-ce qui t'a emmené vers cette approche qui est un peu spécifique et qui n'est pas encore connue, surtout chez nous, en France, au Luxembourg et en Belgique. Ça, c'est vrai que c'est encore peu connu, peu démocratisé, mais du coup, mon parcours, en réalité, ça va s'approcher autour du développement physique. Ça, c'était ma première approche en faisant STAPS. Et de par là, c'est là que je te rejoins un petit peu dans le développement humain et d'aller chercher les choses à leur cause. C'est que j'ai fait la formation APA, donc activité physique adaptée. C'est une super formation, on apprend les bonnes bases. Tu l'avais fait où, toi, ça? À Metz, Bridoux. D'accord, ok. Donc là, on apprend des bonnes bases en anatomie, en physio, en neuro. Après, à mon sens, le propre de l'APA, c'est de faire avec les capacités de la personne et essayer de faire en sorte que ça aille bien, et avec ses propres capacités. Donc on va pas forcément aller voir à la source du problème pour régler les problématiques. Et moi, c'était un petit peu ce qui me manquait dans cette approche, de vraiment essayer d'aller à la source du problème et pas qu'en surface. Mais c'est une super approche, ça permet de faire une activité globale sans se sentir limité. Donc l'APA, c'est vraiment superbe. Mais voilà, j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin dans les détails, et c'est pour ça que j'ai commencé à me former, là aussi sur des formations plus ou moins longues. Et puis en approfondissant cela, je suis rentré sur la sphère des réflexes archaïques, ce qui m'a emmené après sur le développement un peu plus neuro-sensoriel, il y a plusieurs façons de l'appeler. Et après, ce qui m'a amené à te rencontrer, et donc à ce que tu me parles aussi de ton parcours, de ce que tu fais, et donc de la méthode OS. OS, Original Strengths, et c'est bien basé sur le développement sensoriel pour resetter son système nerveux, faire en sorte de mieux bouger avec ses capacités actuelles, donc d'enlever certaines tensions physiques, à voir s'il n'y a pas aussi un impact sur le mental. Je pense que tout est lié, donc c'est une super approche. Et en parallèle de ça, avant tout ce parcours, je me suis aussi approché de la dimension mentale, parce que pour moi on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. Donc je me suis formé en PNL, et maintenant j'accompagne mes clients à travers cette dimension physique et mentale. Donc j'aime bien dire pour le moment que je suis un coach en développement physique et mental. Excellent. Voilà. Un beau parcours. Très beau parcours. Parcours. Excellent, c'est cool, super. Attends, je vais
juste. Et donc, pour la méthode, tu peux appuyer un petit peu sur le bouton. Donc si, pour nos auditeurs qui nous écoutent, si on devait résumer ce week-end par une phrase simple, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu dirais quoi? C'est... pour une phrase simple, je dirais, c'est... faire des mouvements que nous aurions dû faire ou que nous avons déjà fait et permettre à nos cellules de reconnaître ces mouvements. Parce que pour moi, c'est un programme moteur qui est ancré dans nos cellules. C'est-à-dire, c'est comme si on le reprogrammait ou on lui redonnait la possibilité à ce programme moteur d'être à jour et faire en sorte que notre système nerveux central, puisque c'est le cerveau qui décide de tout, de toute façon, on le sait, on va le rebooter. Il va repartir comme s'il était à l'état naturel, neuf, comme un ordinateur. On aurait enlevé un petit peu, on aurait réécrit une nouvelle histoire qui était déjà acquise. Et ça va permettre, entre guillemets, à notre corps de mieux fonctionner, tant au niveau de la mobilité, tant au niveau de la stabilité, tant au niveau de la force en général. Donc c'est pour moi vraiment une méthode hyper intéressante et qui doit et qui convient à tout le monde. C'est surtout ça. Voilà. C'est un peu plus qu'une phrase, mais j'ai essayé de faire pas trop long quand même. Ouais, c'est quand même un beau résumé. Moi, j'aurais dit aussi pour compléter, ça revient exactement au même principe, mais une autre image. Je prendrais l'image d'une feuille. Donc on vit notre quotidien et avec les charges mentales et différentes choses qui nous arrivent dans la vie, notre système nerveux il en prend un coup. Il peut davantage se fatiguer. L'effet du millefeuille, quoi. C'est un peu ça. Ça s'enchaîne, ça se superpose. Et du coup, l'image de cette feuille, c'est qu'au final, au cours de cette journée, c'est comme s'il y avait des gribouillis sur la feuille. Et là, le fait de resetter, ça mettrait les pendules à l'heure, on ferait table rase et on commencerait sur une feuille blanche. Comme si l'esprit est clair. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, pour arriver sur le phénomène long terme, ça serait court terme, on a vite une feuille blanche. Et vu qu'il y a encore les patterns peut-être pas forcément optimaux qui reviennent assez rapidement, ça va vite se gribouiller un peu plus sur la feuille. Mais plus on va resetter, le plus on va mettre de nouvelles feuilles blanches, le plus on pourra les conserver et retrouver des bons patterns moteurs. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais même pour rajouter, si tu veux, c'est que certaines personnes ne sont pas passées par certains mouvements, on va dire, primordiaux ou archétypaux, ou alors des patrons moteurs, on les appelle comme on veut. Ils les ont peut-être shuntés, par exemple, prenons l'exemple du rampé, faut parler d'exemple. Ou du quatre pattes, par exemple. Quand on est enfant. Oui, quand on est enfant, peut-être qu'il y a... Enfin, c'est pas peut-être, il y a même beaucoup de personnes, que moi je suis en tout cas, qui ne sont pas passées par ces étapes qui sont si importantes et qui sont, comment dirais-je, par lesquelles tous les bébés et tous les enfants qui veulent marcher devraient passer, puisque c'est un programme qui est dans nos cellules et qui doit se faire, puisque tous les bébés du monde passent par ces étapes-là. Si on n'est pas passé par ces étapes-là, pour moi, on n'est pas complètement développé au niveau sensorimoteur. Et derrière, on va traîner ça, entre guillemets, toute notre vie. Donc on va faire avec. Tous les êtres humains marchent, à part s'il y a grosse pathologie, mais tous les êtres humains marchent. Mais on va marcher en créant, entre guillemets, des adaptations. Et plus on va vieillir, plus on va utiliser notre corps à des grosses intensités, par exemple des sportifs. Moi, je travaille avec des sportifs. On s'aperçoit que ces compensations vont être de plus en plus importantes. Et au bout d'un moment, le système va bugger, va casser, et on va se retrouver avec des sportifs avec toujours les mêmes pathologies. On a beau faire du renforcement musculaire, c'est là où je veux en venir aussi. On va renforcer certaines zones, certains muscles, et on va s'apercevoir, entre guillemets, que ça ne tient pas dans le temps. Pourquoi ? Parce que ces patterns-là, ou ces mouvements archétypaux n'ont pas été faits suffisamment pendant cette période où ils auraient dû être faits, généralement entre 0 et 18 mois. Et c'est ce qui fait que... je dirais 90% des êtres humains ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et je reprends un peu le terme parce qu'on a beaucoup discuté ce week-end de super-humains. Je pense que si on veut créer des super-humains, on a tout intérêt à repasser par ces schèmes manquants. Voilà. Et je voulais rebondir sur l'aspect des sportifs. Tu dis que tu accompagnes les sportifs, etc. Et tu vois bien cette différence avec eux. Mais du coup, on peut aussi très bien retranscrire ça pour monsieur, madame, tout le monde, même si on ne fait pas grand sport. Tout à fait. Peut-être même, j'aurais à dire, il y aurait même plus intérêt à le faire, parce que les sportifs ils vont développer davantage de compensation jusqu'à les pousser aux extrêmes, et après ça peut casser. Et du coup
les humains normaux, j'allais dire. Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, pas sportifs de haut niveau. Au final, c'est des compensations qu'on va retrouver aussi tous les jours et leur corps sera mis à rude épreuve par rapport à leur quotidien. Il n'y a pas besoin de courir des sprints en moins de 10 secondes pour devoir développer ces compensations. Ça arrive pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est là que c'est important comme approche et de resetter. Et je pense que tu vois, ces mouvements qu'on a vus, qui pour moi sont vraiment importants, ce week-end avec OS, il faut bien se dire que tous ces mouvements qu'on voit, et surtout que les bébés vont faire, alors selon les experts, il y a 10 mouvements archétypaux, il y en a d'autres, il y en a 12. Enfin, ils sont d'accord pour tous dire que ces mouvements-là vont aussi connecter avec les chaînes musculaires. Alors pareil, là aussi, il y en a qui en voient 6, il y en a qui en voient 5, des chaînes musculaires, peu importe. Mais ces mouvements-là vont nous permettre de connecter à des chaînes musculaires qui vont nous permettre de faire bouger notre squelette. Quand on dit chaîne musculaire, qu'est-ce qu'on entend concrètement pour qu'on puisse tous comprendre? Alors une chaîne musculaire, ça va être une partie du corps qui va être reliée à une autre partie du corps. Par exemple, on peut prendre la chaîne linguale, qui est la chaîne pour moi la plus profonde, qui va partir du gros orteil, qui va se terminer directement au niveau des muscles de la langue. Elle va passer par le centre, au niveau des muscles hyoïdiens, au niveau des abdominaux profonds, au niveau du transverse, au niveau ensuite qui va être relié directement au niveau des muscles fascia du pied et sur le gros orteil. C'est des chaînes musculaires qui ont tout un rôle. Soit un rôle de flexion, soit d'autres qui vont avoir un rôle d'extension, donc d'autres qui vont avoir un rôle purement antigravitaire, d'autres qui vont nous permettre de tourner. Donc toutes ces chaînes musculaires, entre guillemets, vont travailler ensemble et vont permettre à un être humain de pouvoir fonctionner à 360 degrés. D'accord ? Yes. Si on n'a pas connecté correctement avec ces patrons moteurs-là, on va avoir des restrictions dans la vie de tous les jours. Et ces restrictions vont faire qu'à un moment, dans la chaîne musculaire, puisque c'est un assemblage de muscles, entre guillemets, comme une chaîne, tu vois, qui vient se greffer, si on ne les a pas utilisés correctement, on va toujours se retrouver avec un maillon faible. Et au bout d'un moment, ce maillon faible, il va être surutilisé et ça va risquer de péter. Comme dit, tout le monde connaît cette phrase, on n'est jamais aussi fort que le maillon faible de sa chaîne. Exact. Et je pense que ça, c'est super important de le savoir, c'est qu'on pourra développer autant de choses que l'on veut, mais si on ne prend pas en compte justement ces chaînes musculaires, on sera vite limité en fait dans le temps. Et surtout, n'oublions pas qu'elles sont toutes interconnectées. Donc souvent, on ne parle que d'une chaîne musculaire. Moi, j'irais beaucoup plus loin. Je pense que le corps n'est qu'un ensemble de fascias et de chaînes musculaires. Et s'il y en a une qui est défaillante, il y en aura toujours une qui va surcompenser. Exact. Il n'y aura pas que la chaîne musculaire, les muscles de la chaîne. Il y aura aussi d'autres chaînes musculaires qui vont venir surcompenser. Et au bout d'un moment, on est sûr que ça fonctionnera. On ne peut pas le prédire, tu vois, par rapport à l'âge, et ça viendra. Je vais rebondir là-dessus, mais avant, du coup, tu parlais de la chaîne linguale. Oui. C'est ça. Donc, qui relie les gros orteils à la langue. Donc, typiquement, ça voudrait dire que un éventuel problème à la langue pourrait se répercuter sur le pattern de locomotion. Ou un problématique au niveau du pied du gros orteil pourrait avoir des incidences sur la langue et comment elle réagit. La déglutition, même, j'irais plus loin. Je suis tout à fait d'accord, ou un placement de langue qui est mauvais. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, tout est connecté. Et, je suis d'accord avec toi là-dessus. Une défaillance à un endroit peut occasionner quelque chose ailleurs. Donc, tout est à considérer. Et c'est pour ça que c'est important de faire des bilans bien personnalisés. Personnalisés et même un peu poussés, tu vois, pour être sûr de savoir où on va et permettre vraiment d'aider les gens. Je pense que voilà. Et c'est ce que OS Entrepartie nous aide à faire. Exact. Avec des bilans, des tests, des retests. Donc c'est là où est la force d'OS. Ça fait une belle transition aussi pour la suite. C'est que on a dit on peut faire des bilans très personnalisés. Donc ça c'est top, mais on peut aussi faire des mouvements relativement génériques, j'ai trouvé du moins pendant ce week-end, qui peuvent convenir pour la majorité des personnes. Sûr, c'est encore mieux si on teste évidemment, mais à tout le monde, des mouvements simples, à tout le monde, même une personne qui ne sait pas se mettre au sol, on peut le faire sur une chaise. Donc même à des personnes qui ont des grosses restrictions de mobilité ou de motricité, peuvent le faire avec OS. Ouais. Et du coup l'intérêt, ça va être de reset le système nerveux comme on l'a dit, et d'essayer de faire en sorte que le corps fonctionne au mieux possible avec les outils qu'il a, c'est-à-dire ses articulations, ses muscles, comment ils fonctionnent, mais optimiser le tout. Je suis d'accord. Ok. Vraiment d'accord. Je pense que c'est vraiment, OS, moi, m'a convaincu à travers toutes mes formations, en fait, si tu veux, Max, m'a vraiment convaincu sur tout ce que j'avais appris, c'est que des fois, le trop compliqué nuit
au résultat. Je l'ai vu à travers d'autres formations qui étaient beaucoup plus compliquées, où on cherchait parfois à aller vraiment très très loin, je pense. Et c'est dommage, j'ai pas pris la phrase, j'aurais dû la dire, mais je trouve qu'il y a une phrase moi qui m'est restée du week-end, c'est que peu importe ce qu'on va faire maintenant, après ou plus tard, ou même avant, le soleil brillera toujours. Ah, je résume. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, à l'heure actuelle, on essaie d'avoir beaucoup de données, de la data en permanence sur est-ce qu'on a bien dormi. Mon entraînement, quand j'ai fait mon squat, est-ce qu'il m'a permis de gagner 5-10%? Je trouve que c'est bien, on s'est amélioré là-dessus. Mais je pense que de revenir à de la simplicité, des choses qui sont tellement basiques et qui pourraient nous faire tellement du bien, respirer, se retourner, contrôler sa tête correctement, ramper ou marcher à quatre pattes, faire des mouvements croisés, c'est tellement simple. Ça paraît même tellement simple pour tout le monde. Mais si tout le monde le faisait, je suis persuadé que tout le monde irait mieux. Mais tu vois, je trouve que c'est là aussi, il y a le problème. On veut tout chercher toujours la complexité, les études, l'evidence-based, etc. Mais j'ai l'impression que ce type d'exercice n'a pas vraiment de validation ou n'est pas vraiment reconnu aux yeux de tout le monde. Et ça reste un petit peu... par exemple, si on fait nos exercices en salle de sport, tous les gens dans la salle nous regardent avec des gros yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est complètement taré. Alors qu'au final, ça fonctionne. Et on le teste. Et là encore, pour l'avoir testé, on a fait la formation le week-end dernier. Là, sur 3-4 jours, j'ai testé avec 4 personnes. Sur les 4, ça allait mieux 10 000 fois. Donc, ça fonctionne. Pourquoi il y a une réticence à aller vers ça qui fonctionne? Parce que c'est trop simple ou... C'est ce que je dis toujours. Je pense que des fois, les gens veulent chercher la complexité. On veut... comment dirais-je, on veut rendre des exercices, enfin on veut montrer des exercices de plus en plus complexes, on veut nous faire croire que l'être humain il a besoin d'exercices ou de mouvements incroyables, mais je pense que faut pas, et c'est là où la force de Tim Anderson ou d'autres par exemple nous amène à nous dire que quand on revient à des mouvements simples, essentiels, on peut arriver à des belles choses, et je pense que c'est peut-être moins vendeur sur les réseaux. Alors, c'est peut-être encore autre chose, on peut débattre là-dessus, mais c'est beaucoup moins vendeur que peut-être de faire des tractions en claquant des mains ou de faire des squats sur une jambe avec un kettlebell overhead, j'en sais rien, je dis des exercices qui me viennent dans la tête. C'est sûr, cramper au sol, il ne faut pas grand-chose, il faut ton corps, une surface et tu rampes, c'est pas glamour, c'est pas waouh, mais pourtant il y a tellement de bénéfices au niveau de ton système nerveux, au niveau de tes hémisphères, au niveau tactile, au niveau visuel, que ça t'envoie tellement de bonnes informations au cerveau que lui il se sent bien pour les choses de façon simple, mais peut-être c'est tellement simple que pour lui ça le met bien, ça le met en sécurité. C'est pour ça que je dirais que trop de complexité, est-ce que ton système nerveux tu vas pas justement le cramer parce que c'est trop compliqué, tu vois. Donc voilà. Et justement c'était ça le maître mot de ce week-end, c'était la sécurité. Le cerveau va toujours se demander avant une tâche, est-ce que je suis en sécurité? Et si les informations qu'il reçoit sont biaisées, ou lui interprète ces informations comme étant non sécurisantes, il va limiter la capacité de mouvement, la production de force, et donc occasionner des tensions. Et l'idée, c'est encore une fois de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces tensions-là, que le cerveau reçoive les bonnes infos, ou qu'il les interprète correctement, et justement qu'il se sente en sécurité. Donc vraiment la sécurité c'était le maître mot. Le maître mot. C'est vraiment le maître mot, mais après on est là, nos sens nous permettent de percevoir notre environnement. Notre cerveau entre guillemets derrière prend cette information, il l'interprète, il prend une décision, et c'est là ce qu'a dit beaucoup Tim Anderson. Est-ce que c'est safe ou pas, à travers cette information de notre environnement et ce que nos capteurs sensoriels sont capables de prendre, et à partir de là il va créer un mouvement, et ce mouvement ne va être que la résultante de cette interprétation, tu vois. Et cette interprétation, si elle est bonne, le mouvement est meilleur, si elle est moins bonne, le mouvement est moins bon, on perd de la mobilité, de la motricité, même de la force. Et je pense que en tant que préparateur physique ou amoureux du mouvement humain, on ne peut pas passer à travers ça. Je pense que pour nous c'est primordial, et dans toutes les salles, je dis bien dans toutes les salles qui se disent fitness, sport, préparation physique, tous les coachs devraient être formés au moins à cette méthode et à d'autres,
on verra plus tard dans d'autres podcasts où on en parlera, parce que je pense qu'on s'est beaucoup formé et on pourra discuter de plein de méthodes. Mais je pense que pour moi, c'est essentiel que les gens et les prépas physiques se forment à OS. Je ne veux pas faire de la pub à OS, hein, mais je pense que c'est tellement simple. Ça serait tellement facile à mettre en place pour tous les prépas physiques, les coachs sportifs, les personal trainers, ce que tu veux, de la mettre en place, et ça ferait tellement de bien aux gens qui suivent que pour moi, c'est presque essentiel de l'avoir dans son bagage, tu vois. Bah, carrément, surtout que en fait, ça serait un vrai premier pas à mettre dans ce monde peut-être beaucoup plus complexe qui est la neuro, mais au final avec des mouvements simples, bien comprendre, voir que ça fonctionne et avoir des résultats relativement, enfin, je peux en dire facilement pour vendre de la poudre, mais faut quand même refaire les exercices, etc. Il y a une régularité à avoir, une discipline. Sinon, ça ne vaut rien, ça c'est sûr. Mais ouais, ça permettrait de mettre un premier pas dans ce monde-là. Exactement. Et franchement, c'est une bonne méthode. Mais du coup, il faudrait peut-être dire en quoi ça consiste et pour plus comprendre qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end. Qu'est-ce qu'on a fait chez OS? OS, c'est assez simple. C'est 5 resets bien établis. Donc on commence toujours le premier reset, ça va être le travail de la respiration. L'objectif ici, ça va être tout simplement de retravailler sa chaîne antérieure avec le diaphragme, le positionnement de la langue au palais, d'accord, qui va nous permettre, grâce à cette respiration, de redonner de la sécurité au cerveau, de le calmer, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment le premier reset. On va essayer de faire simple, je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour ne pas perdre tout le monde. Le deuxième reset, qui est pour moi primordial, et c'est là où Tim Anderson ou d'autres personnes formées dans les réflexes ont vu des choses intéressantes sur les bébés. Le bébé, quand il naît, quand il est relativement jeune, sa première préoccupation, ça va être d'interagir avec le monde extérieur, mais surtout de contrôler sa tête. Ouais, donc en fait, voilà, c'est le contrôle de la tête, le deuxième reset chez Tim Anderson, qui va emmener aussi le travail oculaire, que ce soit sur des mouvements de poursuite verticale ou de poursuite horizontale. Quand on dit poursuite verticale horizontale, c'est... Ça veut dire quand on vient traquer un objet et qu'on vient le suivre en fait comme ça, par exemple comme si je faisais ça c'est une poursuite horizontale, quand je fais ça c'est une poursuite verticale. Donc on va connecter les mouvements de tête aussi avec les mouvements des yeux. Les yeux guident le mouvement de la tête, d'accord ? Donc ça je trouve que je trouve que c'est super intéressant. Ensuite, le troisième reset, qui est pour moi aussi quelque chose de très intéressant, ça va être tout ce qui va toucher au retournement. C'est là où le bébé il va commencer à connecter son système vestibulaire, mais il va aussi commencer à connecter en fait ses chaînes croisées. Parce que pour se retourner, il faut commencer à connecter la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, qui va nous permettre d'emmener l'épaule vers la hanche ou la hanche vers l'épaule. D'accord ? Donc c'est un mouvement que le bébé il va faire pour passer du dos au ventre. D'accord ? Donc ça c'est le troisième reset, tout ce qui va nous permettre de nous retourner. Le quatrième reset, ça va être tout ce qui va être débalancement. D'accord ? C'est-à-dire, entre guillemets, être en position de 4 pattes, regarder devant soi et avoir des mouvements de balancement qui vont permettre déjà là aussi de travailler sur notre système vestibulaire. C'est important, qui va nous permettre aussi de mettre un peu de pression sur nos articulations pour les construire. Donc on peut même se poser la question, est-ce qu'une personne qui développe de l'ostéoporose plus tard, elle a bien eu cette pression et compression sur ses articulations. Et le dernier mouvement, c'est tout ce qui va être mouvement croisé. Les mouvements croisés vont permettre en fait aux deux hémisphères de communiquer ensemble par les corps calleux et vont nous permettre justement de faire des mouvements contralatéraux. D'accord ? Et en fait, pour arriver à une finalité qui est la marche, puisque quand on marche, l'être humain a des mouvements qui sont contralatéraux, bras droit et jambe gauche quand on va marcher. Donc voilà, après il y a plein de façons de faire ces exercices, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maxime, du très très facile adaptatif au même sportif de haut niveau, et tout le monde peut en bénéficier. Voilà la méthode OS. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais justement tu parlais de ces 5 mouvements qu'on peut resetter. Ah oui, voilà. Est-ce qu'une personne qui a eu ces stimulations étant petite peut, d'une certaine manière, je sais pas, les perdre entre guillemets et du coup développer certains troubles, la chaîne antérieure qui serait plus activée alors qu'elle a eu la stimulation ? Oui, parce que si par exemple on reprend certains traumas, par exemple imaginons un trauma, un choc émotionnel qui est très important, on sait que ça va impacter énormément notre diaphragme. Le diaphragme est pour moi l'un des muscles de l'émotion. On le sait très bien, par exemple quand on commence à pleurer, ce muscle-là il a tendance
à bouger très rapidement. Quand on a un petit peu des grosses angoisses aussi, on sent que ça bouge ici comme une sorte de petit papillon au milieu du corps. Donc cette chaîne-là va moins bien fonctionner. Si elle fonctionne moins bien, bien évidemment notre respiration va être moins bonne. Si notre respiration va être moins bonne, on sait que la langue, naturellement en état de stress, va plus être au palais mais va commencer à descendre. Donc on n'aura plus une respiration qui sera langue au palais mais une respiration avec une langue basse. Ce qui va, comme on a dit tout à l'heure, peut-être impacter nos pieds ou d'autres endroits de la chaîne. Donc un trauma peut déjà travailler sur cette chaîne-là. On va prendre ensuite la deuxième chose. Par exemple, imaginons, gros accident de voiture, coup du lapin. Est-ce que notre contrôle de la tête derrière va être bon? Je pense pas. Pourquoi? Parce que tous les petits muscles qui sont au niveau de la nuque, sur un gros choc, vont se spasmer pour stabiliser l'ensemble, pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité une nouvelle fois et pas mourir, parce qu'il faut protéger le cerveau. Donc ces muscles-là, quand ils vont se spasmer, l'information proprioceptive qui va en découler derrière va être moins bonne. Donc naturellement, notre contrôle moteur va être moins bon. Donc ce deuxième reset aussi va être impacté sur un accident, un coup du lapin ou une chose comme ça. Donc ça veut dire que les muscles ne feront pas leur job. Exactement. Donc le cerveau recevra pas toutes les informations qu'il devrait recevoir. Ou des infos parasitées. Comme si par exemple sur une ligne de téléphone, à un moment ou un autre, t'entends, tu passes sous un tunnel, ça fait et t'entends plus, c'est exactement ce qui va se passer. Donc le cerveau, oh là, je comprends pas tout, c'est mauvaise pas safe. Information, mauvaise information comme on l'a dit. Prise de décision, il fait ce qu'il peut. Ouais. Et il donne un résultat qui est plus ou moins, je vais rester poli, foireux, quoi. Et tu te débrouilles avec, quoi. Et puis après, douleur, tension, trigger point, ce que tu veux, et voilà. Donc, prenons un autre exemple. Imaginons, athlète de haut niveau, sprint, accélération, ischio-jambier, il pète. Quel va être l'objectif quand un muscle se déchire ou qu'il y a une grosse tension? Douleur. Le cerveau va progressivement inhiber cet endroit du corps. Donc si derrière on ne reconnecte pas cet endroit-là du corps, ce muscle au cerveau, un vrai travail de contrôle moteur, en passant par certains exercices, derrière tu auras toujours entre guillemets cette partie-là du corps qui va être un peu, comment dirais-je, pas effacée, mais qui va être mis un peu de côté parce que le corps se dit waouh, si je refais ça de ce côté-là, attention, mec, fais gaffe. Ça va peut-être mal se passer, donc je vais moins l'utiliser. Tu vois. Donc, un accident, un trauma, une blessure peut bien évidemment parasiter le système et naturellement, notre corps va moins bien fonctionner. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, la vie peut nous avoir bien construite. Notre développement moteur de 0 à 18 mois ou même un peu plus tard peut nous avoir bien construit, mais ça ne veut pas dire que derrière, si on a eu trauma, des chocs émotionnels importants, des blessures, que notre développement ne soit pas entravé et qu'il ne faut pas repasser par certains resets pour nous permettre derrière de refonctionner à notre plein potentiel. Pour moi, ça fait sens. C'est clair. J'essaye d'être simple, calme. Et justement, le parallèle, tu as parlé de trigger point juste avant. Est-ce qu'on peut dire pour une personne du coup ses chaînes musculaires ne sont pas forcément bien activées ou alors certains muscles sont spasmés et n'envoient pas des bonnes informations, cette personne qui a des trigger points va aller typiquement chez le kiné pour essayer de faire partir sa trigger. Donc il y a différentes méthodes, que ce soit du passif ou de l'actif, mais sans vraiment réintégrer ces chaînes là, et donc en fait le trigger il va revenir un jour ou l'autre. Ça c'est sûr. On est d'accord. Compensation, comme on l'a dit tout à l'heure, on vient juste jouer sur le maillon faible, tu vois, de la chaîne. Donc on va venir masser, on va venir enlever le trigger point, ça va faire du bien, 3-4 jours. Et puis au bout d'un moment, l'accumulation à cet endroit-là qui fonctionne moins bien ou qui est moins bien perçu, cette zone est moins bien perçue par le corps, il y a des tensions qui vont s'accumuler, peut-être à cet endroit-là ou à un autre endroit. Et puis il faut retourner chez le kiné, chez l'ostéopathe, parce que des blocages vont arriver. Donc il faut des kinés, il faut des ostéopathes. Attention, ils font un travail remarquable, mais derrière, il faut essayer d'aller un peu plus loin et de se dire pourquoi mon corps en est arrivé à avoir ces trigger points, pourquoi j'en suis arrivé à avoir ces douleurs à cet endroit précis. Et ça ne veut pas dire qu'il faut soigner cet endroit-là, comme on l'a dit, mais il faut essayer de voir le corps comme un ensemble de chaînes musculaires qui travaillent ensemble. Et une douleur à un endroit peut être peut-être même pas dans cette chaîne musculaire-là, j'irai même plus loin, ça peut être une compensation d'une autre chaîne musculaire. D'où l'importance d'aller se faire bilanter après. Il faut bilanter. On ne peut pas deviner. Voilà. Mais je pense qu'on peut quand même donner du concret et peut-être certains exemples de mouvements à faire ou de
petits tips à appliquer dans son quotidien dès maintenant pour justement déjà percevoir des améliorations dans son état. Donc Oui. en restant général. Premier exercice qui est pour moi vital et que je donne à tous mes clients, patients, sportifs, c'est déjà se reconnecter simplement à sa respiration. Respirer. 3 fois par jour, 5 minutes. Et donc c'est quoi? C'est la langue, on la laisse en bas, on respire par la bouche et... c'est Généralement, tout l'inverse, je demande toujours de placer la personne dans une position dorsale, avec souvent moi les jambes surélevées, genoux à 90 degrés pour se détendre complètement. Ensuite, prendre conscience de sa respiration en plaçant les mains au niveau des côtes basses. On place la langue au palais, on déglutit une ou deux fois, comme ça on est sûr d'avoir la position linguale idéale. On se concentre sur la respiration nasale en essayant de sentir ici que notre ventre se gonfle et que les côtes s'écartent. Et quand on expire, on fait la même chose. Alors moi, quand on commence à maîtriser déjà ça, on peut passer ensuite sur de la cohérence cardiaque, je dirais, avec un timing. Inspiration, expiration voulue par rapport à est-ce qu'on veut équilibrer, est-ce qu'on veut passer un peu plus dans le mode parasympathique. Là, ça sera d'autres intervenants, je pense qu'on fera intervenir des spécialistes de la respiration qui pourront en parler un peu plus, mais déjà, c'est juste se reconnecter à ses respirations. Déjà, c'est le premier exercice. On fait ça quand? Le matin, le soir, à midi, avant de manger? N'importe quand on a envie. Alors, avant de manger, ça serait presque l'idéal parce que l'idée pourrait nous permettre de repasser dans un mode un peu parasympathique. On sait que ce mode-là, c'est le mode en anglais Rest and Digest. Donc on va favoriser une bonne digestion, une bonne sécrétion des sucres stomacales. Donc on a tout intérêt à le faire avant de manger et même le soir pour bien s'apaiser. On sait que le corps doit passer dans un mode parasympathique pour nous permettre d'avoir un bon anabolisme. Donc le soir, ça serait intéressant avant d'aller dormir. Mais faites. Et j'ai envie de dire aussi, faites-le, c'est tout. et même pour continuer à faire des liens et pour vraiment comprendre l'importance de cette respiration, parce qu'en soi, je pense que 99% savent qu'il faut bien respirer. Après, le comment, c'est une autre histoire. Mais une fois qu'on sait qu'il faut bien respirer, comprendre. Par exemple, tout à l'heure, avec le diaphragme, tu parles des émotions, etc. Ça connecte aussi aux chaînes musculaires. Donc un diaphragme qui fonctionne moins bien, qui ne va pas envoyer les bonnes informations au cerveau, c'est un cerveau qui ne pourra pas aller complètement en parasympathique. Donc complètement bien digéré, complètement bien se reposer, être relaxé au lieu d'être tout tendu. Donc c'est aussi ça, l'importance du diaphragme et d'essayer d'en prendre conscience. Donc je pense aussi, là, on va donner des tips, mais l'idée c'est, à mon sens, tu donneras ton point de vue, mais d'avoir un objectif. Donc si, par exemple, l'objectif ça serait d'améliorer sa respiration, je reste concentré que sur la respi. Et de temps en temps dans la journée, je vais en reprendre conscience et je vais le refaire. Je vais dire comment je respire. C'est ok, c'est pas comme il faut, je vais prendre le temps, bien inspirer, etc. Plutôt que de se dire ok, je respire, je vais faire des retournements, je vais faire des balancements, je vais faire du mouvement croisé, je vais faire tout ce qu'ils ont dit. Non. Étape par étape, je pense. Tout cela, je suis à 100% d'accord. Vaut mieux en faire moins, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Mais bien. Comme tu as dit, en gardant ce focus de dire comment je fais cette chose-là, cet exercice-là, il est simple qu'une fois. Tu le fais 2-3 fois dans la journée, mais de bien le faire, de le ressentir. Et je pense que déjà les bénéfices pour moi seront déjà hyper importants. Parce que je le vois avec toutes les personnes qui viennent me voir, peut-être toi aussi, 8 personnes sur 10. Et je suis gentil quand je dis ce chiffre-là, je pense que je suis même biaisé un peu. Je pense que 8 personnes sur 10 ne savent pas respirer correctement. Langue au palais, respiration qui leur permet d'avoir une amplitude correcte au niveau de la ventre, au niveau des côtes flottantes. On le voit, très peu de gens sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de survie en permanence. Le stress, comme tu as dit, les écrans en permanence, le toujours plus, qui fait qu'on est en permanence dans ce mode justement sympathique et qui fait qu'on n'utilise plus notre respiration, notre bonne respiration. La respiration d'un bébé, quand tu dois respirer, sur le dos, tu vois son petit ventre qui gonfle et tu vois pas sa poitrine qui va gonfler de façon excessive. Donc je pense que c'est un exercice. Si je donnerais un exercice, ça serait lui au début. Ouais. Et adapté bien sûr à chaque profil. Après on peut passer sur 2, sur 3. Mais Je pense que déjà ça, ce sera une bonne chose. Pour beaucoup de gens, déjà faire 10 minutes par jour d'un exercice, c'est beaucoup. Oui. C'est déjà presque même trop. Alors 5 c'est bien, fais 5 déjà. Après on passe 10. Et après on verra étape numéro 2, reset numéro 2 s'il faut. Moi, on pourra en faire plein des podcasts d'ICO. On peut faire beaucoup de podcasts. Il y a beaucoup d'idées. Donc c'est bien, il y aura du contenu, beaucoup de contenu. Ok, donc là, l'idée c'est de repartir avec plus de conscientisation de sa respiration, essayer de faire en sorte de mieux respirer au quotidien.
et simplement revenir à l'état présent plutôt que de toujours être dans le et après qu'est-ce que je vais faire et après et tout enchaîner sans jamais vivre le moment. Bon, ça c'est un petit peu ma réflexion ces derniers temps, donc je la repartage là. Carpe diem, quoi. Oui, en vrai, il y a Exactement. aussi ça. Je regarde juste si on peut pas dire autre chose avant de clôturer parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est Ouais, ça fait un... on écoute. Bah, c'est parce que le sujet est très intéressant, Max. Ah, donc c'était aussi la méthode OS, je voulais juste te dire ça aussi. Si nos chaînes ne sont pas bien développées et qu'on va essayer de faire des exercices pour s'améliorer, donc on va chercher à peut-être même améliorer une compensation. En fait, on ne peut pas construire un temple sur un sol instable. Et typiquement, le système nerveux, c'est nos fondations, c'est comment on bouge, c'est ça qui régit le tout. Donc les connexions se doivent d'être bonnes si on veut développer que ce soit un bon corps, un corps durable, un corps en santé, enfin tout ce qui s'ensuit. Tout à fait d'accord. Je pense que ça c'est la C'est base. un très bon résumé et exactement. C'est pour ça que tout le monde doit utiliser ces mouvements-là et nous on les pratique en tout cas. Oui. Moi j'ai assez d'expérience maintenant, ça fait des années que je rampe. Moi je commence à ramper. Ça fait des années que je fais du 4 pattes, ça fait des années que je fais des exercices de contrôle de la tête. Et on peut jamais parler de quelque chose tant qu'on l'a pas vraiment vécu. Moi ça fait des années que je le fais et je sais à quel point ça m'a nourri, guéri et m'a permis encore de pouvoir m'entraîner à un niveau relativement correct sans grosses blessures. Et je pense que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de se dire on a tous cette envie de vivre longtemps. Maintenant c'est la nouvelle vision des gens, longévité, mais à quel prix et comment. L'idée c'est de vivre longtemps, mais de pouvoir encore bouger comme on pouvait bouger quand on avait 15, 20 ans. Ça c'est pour moi l'idéal. Et de pouvoir tout faire, c'est-à-dire être capable de sprinter 100 mètres sans se blesser. Mais je parle sprinter, je parle pas courir, moi sprinter. Capable de faire 20 tractions, capable d'avoir des performances qui sont relativement élevées à n'importe quel âge. Ça pour moi c'est ma vision de la longévité et c'est ce qui m'a emmené à faire toutes ces formations, mais c'est surtout encore là que je veux mettre le point fort, c'est que ces mouvements-là, ça fait des années que je les fais, ça fait des années que je les donne à mes clients. Alors c'est comme tu as dit, hein, c'est au début, dire à quelqu'un on va ramper, ils sont tous surpris. Mais quand ils voient l'impact que ça, tu l'as vu toi à la formation, on a fait certains mouvements et tout le monde avait le sourire. Des mouvements tellement simples et on regardait, on était une quinzaine à se former et tout le monde se relevait sans dire quelque chose, tu voyais les gens qui avaient un grand sourire. Donc on s'aperçoit, pour faire une petite transition rapide, et on n'ira peut-être pas trop loin, parce que sinon on va durer des heures, mais que des mouvements tellement simples qui font vibrer pour moi nos cellules, font vibrer aussi notre âme et nos émotions, et nous apportent du bonheur, tu vois, et de la joie, puisqu'on l'a vu ce week-end. Donc repasser par ces mouvements, c'est pas que du structurel, c'est pas que de l'énergétique, c'est de l'émotionnel. Je pense que moi c'est ma façon de voir le triangle et trouver, enfin c'est fou de trouver un mouvement qui va te permettre de tout faire en même temps et qui est simple. Pourquoi pas le faire? C'est se priver. Do it. Just do it. Just do it, tu vois. Je trouve que c'est une très belle phrase de conclusion et justement je voulais conclure par quelque chose de similaire. Donc c'est une phrase que Tim avait dit. Je l'ai plus exactement, mais ça reprend le même principe et ça reprend aussi ce que tu as dit. En soi, on est tous d'accord que nous sommes faits pour bouger. Donc quand on bouge bien, on se sent mieux et on retrouve le sourire. Donc d'une certaine manière, est-ce que nous ne serions pas faits pour être heureux à travers le mouvement? J'en suis convaincu. Pour moi, le mouvement est à la base du développement. On va faire simple, mais du développement. Le bébé bouge pour nourrir son cerveau et lui permettre de créer des connexions au niveau neuronal. Sans mouvement, le bébé ne pourrait pas devenir ce qu'il devient. Et je pense même que tout mouvement nourrit le limbique, nourrit nos émotions. Et on le verra dans d'autres podcasts. Moins on bouge, moins... Voilà, exactement. Ou même si on a bougé et que notre cerveau a été en danger à un moment ou à un autre, cette émotion va être ancrée dans notre corps, dans nos cellules. Et derrière ce mouvement-là, à chaque fois qu'on va le refaire, il va être douloureux. Moi, je le vois en kinésiologie. Et je suis aussi été formé un peu en kinésiologie, donc
Voilà. Bougeons. Peu importe que le mouvement il nous rende heureux, et c'est le plus important. Si on pourrait finir, mais par exemple, quand on commence à danser, avec de la musique, tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire. Donc ça veut bien dire que le mouvement nous rend heureux. Dans toutes les tribus, partout dans le monde, ils bougent pour ça. Ouais. Ils dansent et ils bougent pour ça. Pour être heureux, pour être ensemble. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Je pense que c'est là-dessus qu'on pourra aussi finir ce podcast. Merci beaucoup, Max. Merci Yvan. Et on se retrouve rapidement, j'espère. Très rapidement. Avec grand plaisir, mon Max.